Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Bon, salut Lucas, merci beaucoup d'être venu me voir. Ça fait plaisir de te voir ici. Je crois que si je me souviens bien, on s'était rencontrés la première fois pendant un stage à Embrun en 2023. Et après ça, on s'était croisés à Kona en 2024. Je crois que tu avais fait une bonne perf là-bas, en tout cas clairement bien meilleure que la mienne. Et donc du coup, l'objet de ce podcast, c'est de parler un petit peu de tout ce qui tourne autour du triathlon, parler avec des professionnels, parler avec des marques, parler avec des amateurs comme toi qui performent vraiment très 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 fort. Et du coup, franchement, ça fait plaisir de t'avoir ici. Donc bienvenue Lucas. Et avant tout, j'aimerais bien peut-être que tu te présentes en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas. Salut Richard, écoute, merci à toi de me recevoir ici en Espagne en février au soleil. Ça fait du bien, ça change un peu du contexte, on va dire, quotidien dans les Vosges. Donc oui, moi c'est Lucas, j'ai 28 ans demain et c'est pas une blague, je les ai vraiment demain. Et donc dans la vie, je suis entraîneur de triathlon au sein de ma propre structure depuis 2022, LH Performance. Et à côté de ça, je pratique aussi de manière assez intensive, on va dire, le triathlon depuis fin 2019, début 2020. D'accord. Donc finalement, c'est assez récent parce qu'en réalité, quand je vois les performances que tu peux faire actuellement, c'est quand même des performances qui sont très très solides. Mais tu fais pas partie de ceux qui ont commencé le triathlon quand ils étaient tout petits et qui ont grandi vraiment avec ça. Alors j'aurais bien aimé finalement avec du recul commencer tout petit parce que aujourd'hui mon point faible ou du moins le retard que j'accumule sur un triathlon c'est dès le départ avec la natation. Donc j'aurais bien aimé nager dès le plus jeune âge. J'avais même la phobie de l'eau pour tout te dire jusque plus de 20 ans. Donc on va dire qu'avec le niveau que j'ai aujourd'hui en natation, je reviens quand même de loin, même si je suis vraiment pas encore un grand nageur. Mais ouais, effectivement, le triathlon, ça reste assez récent. Et mon premier triathlon, c'était en retour de mission d'Afrique, justement, sans aucune préparation. Donc vraiment, j'avais passé 4 mois avec l'armée en mission en Afrique en me disant, en rentrant, il faut que je trouve un objectif, quelque chose qui me sort de mon quotidien de militaire. Et j'avais le triathlon de Gérardmer. Alors à l'époque, les dossards ne partaient pas comme aujourd'hui des petits pains. Et c'est là en fait que je me suis dit c'est un sport de dingue en fait, c'est quelque chose d'incroyable. Alors effectivement la natation, faudrait regarder les classements, mais je dois sortir peut-être 1200 sur 1400. Il n'y avait plus un vélo au parc, enfin vraiment comme tous les gens qui débutent, j'ai envie de dire. Et après je me suis régalé à vélo et en course à pied. Et à la fin de la course, je me suis même dit c'est un peu court pour moi. Alors que quand on débute, 5 heures et quelques d'efforts, pour beaucoup c'est long. Mais à ce moment-là, j'étais militaire. Une de mes principales qualités, encore aujourd'hui, à l'armée, j'étais rustique. Dans le triathlon, on appelle ça plutôt de la durabilité. Donc, ça reste un de mes points forts. Et donc, ouais, dès le début, après cette course, je me suis dit, là, j'ai trouvé quelque chose qui me plaît vraiment, quoi. D'accord, ouais, non, c'est super intéressant. Et du coup, on peut peut-être retourner un petit peu en arrière avant de vraiment rentrer dans le sujet du triathlon. Peut-être ton parcours en 2 mots, comment est-ce que, ce que tu as fait un petit peu avant, aussi en termes de sport, tu vois, comment est-ce que tu as commencé et comment effectivement t'en es arrivé jusque-là? Mon parcours, il est semé un petit peu d'embûches, au final. Alors, mon enfance a été toute tranquille dans les Vosges. J'ai eu la chance d'être élevé par mes grands-parents. Donc, ça voulait dire qu'il n'y avait pas d'internet à la maison. Il y avait une télé, c'était les 6 chaînes gratuites. Et en fait, je passais ma vie dans la forêt, dans la nature. Donc là, dès le plus jeune âge, j'ai eu ce contact vraiment avec l'extérieur, on va dire. Et cette approche que j'ai finalement toujours aujourd'hui, puisque je pratique même encore un petit peu le trail de mon côté. Et après, je me suis quand même senti souvent différent des autres, on va dire, dès le plus jeune âge, puisque à l'école, en primaire, j'étais plus souvent le gamin qui voyait les regards entre les autres parce qu'ils s'étaient vus le week-end. Et moi, j'avais passé mon week-end à construire des cabanes tout seul dans la forêt. Et même finalement un petit peu en vieillissant, au collège, mon père il m'envoyait un message en me disant « Je te récupère à la sortie du collège à 17h, on va à la muscu ».
Et je me retrouvais avec des adultes alors que j'avais 10 ans, 12 ans à la muscu jusque 20h, 21h le soir. Donc voilà, j'avais pas forcément un énorme groupe de copains, même actuellement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est surtout des athlètes qui sont devenus des amis, mais j'ai pas d'amis d'enfance que je fréquente depuis toujours. Mais voilà, je me suis toujours senti un petit peu différent et la voie que je voulais prendre dès le plus jeune âge, c'était des métiers un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Moi, ce qui me faisait rêver, c'était le métier d'agent clandestin, agent secret vulgairement, voilà, on peut le dire comme ça. Donc à 18 ans, je suis entré vraiment par le bas de l'échelle dans cette voie en me disant j'aimerais bien peut-être un jour voilà, passer tous ces tests et faire partie de ces gens. Bon, je me suis rapidement rendu compte que ce que j'aimais vraiment, c'était l'effort physique, pas le côté, on va dire, mission vraiment opérationnelle. Ouais. Donc voilà, l'armée m'a fait prendre conscience que oui, j'étais rustique depuis le plus jeune âge grâce à le fait de toujours avoir été dehors, le football aussi, parce que comme tous les gamins, j'ai joué au football, on y passe, voilà. J'ai essayé de pousser le curseur au maximum, même dans le football. Je suis allé, on va dire, à un niveau régional qui m'a permis quand même de participer à la Coupe du Monde ou l'équivalent de la Coupe du Monde chez les jeunes. J'avais 16 ans, on est parti en Chine, c'était mon premier voyage, donc là, dépaysé totalement. Et en rentrant de ce voyage-là à 16-17 ans, je me suis dit que même dans le football, j'étais un petit peu différent. Les mentalités, voilà, on va pas cracher sur le football, mais je me sentais pas forcément à ma place. Je me sentais pas à ma place dans ce milieu-là et j'étais plus heureux d'aller courir ou rouler dans la nature. Ouais. Donc voilà, la transition du football s'est faite vers les sports d'endurance, en lien aussi avec l'armée à 18 ans, puisque à l'armée, on nous demande de courir tous les matins. Et c'est là-bas que j'ai vraiment pris conscience que ouais, j'avais besoin de cet effort physique, quoi. D'accord. Et du coup, en réalité, je trouve que c'est pas plus mal, tu vois, ce que tu décris, parce que tu vois les jeunes maintenant, c'est clair que le sport, c'est pas une priorité. Tu as beaucoup plus d'écrans, beaucoup plus de choses qui t'éloignent de quelque chose que nous, maintenant, on adore faire, que je faisais aussi quand j'étais beaucoup plus petit, parce que en fait, ça n'existait tout simplement pas. J'ai pas 150 ans, mais ça n'existait quand même pas. Et au final, je trouve que c'est c'est peut-être une enfance et une adolescence vachement plus saine que ce que tu peux voir maintenant, qui t'emmène aussi vers des choses qui, au final, je trouve, sont beaucoup plus satisfaisantes sur le long terme que des petites doses de dopamine sur TikTok, quoi, pour dire ça. Oui, et puis en fait, j'ai l'impression que j'ai eu un peu plus tôt la maturité que mes autres camarades quand on était à l'école, parce que je fréquentais des gens plus âgés quand j'allais à la salle de sport le soir. Moi, ce qui m'intéressait dans le football, c'était surtout l'aspect tactique, l'aspect du jeu, pas me retrouver avec les copains, donc on était un petit peu décalé là-dessus. Et après, quand t'as 18 ans, on arrive dans l'armée, forcément, là, on est obligé de prendre une tarte tout de suite de mentalité et de se mettre au niveau, parce qu'on se retrouve avec des mecs qui ont 26, 27, 28, 30 ans, qui eux ont déjà pas mal bourlingué, et en fait on a le même objectif, c'est de breveter, réussir les stages, et en fait on se fiche de l'âge. Donc si on a 18 ans et qu'on fait l'affaire, tant mieux, mais si on fait pas l'affaire, rapidement on est mis de côté ou on est dégagé. Donc il fallait que je me mette rapidement au niveau, quoi. Ouais, je comprends. Et du coup, t'es resté combien de temps dans l'armée, toi ? J'ai fait mon contrat, donc à peu près 5 ans. Okay. Je suis parti, j'ai été déployé dans plusieurs pays. D'accord. Et c'est une expérience de vie qui est incroyable, que je regrette pas du tout. C'est sûr que si on parle purement de triathlon, j'ai perdu 5 ans. Mais par contre, en termes d'expérience de vie, en termes de maturité, j'ai pris vraiment du plomb dans la tête, en fait. C'est comme ça qu'on appelle ça à l'armée. Donc voilà, ou de la corne sur les mains. De la corne sur les mains. Aussi, ouais, on prend de la corne. Donc je regrette pas du tout cette expérience, mais c'est sûr que quand on arrive sur triathlon, l'expérience du triathlète compte, l'expérience de vie moins. Donc c'est pas quelque chose d'obligatoire dans ma carrière de triathlète, quoi. Loin. Je comprends. Mais malgré ça, j'imagine, et ce serait intéressant d'avoir justement ta perspective sur ça, que ça t'a quand même apporté beaucoup de choses qui peut-être aujourd'hui te servent encore, ne serait-ce qu'en termes de rigueur, en termes de serrer les dents quand il y a des choses qui sont pas nécessairement faciles sur une course, même dans les entraînements au quotidien. Oui, et même avant ça, puisque quand je suis arrivé dans le civil en début 2020, janvier 2020, donc 2 mois plus tard, on a pris le Covid. Donc je m'étais inscrit sur la formation du DGEPS triathlon pour être entraîneur. Okay. Et en fait, du coup, entre janvier 2020 et septembre 2020, tout était fermé, il n'y avait pas de formation, rien. Donc j'étais chez mes grands-parents, retour dans le civil. J'étais pas du tout confronté
à ce monde-là, parce que c'est vraiment un monde au final que je découvrais seulement. La dernière fois que j'avais simplement été me promener dans la rue, j'avais 17 ans. Et là, je me retrouvais à 23 ans en me disant, t'es dans ta chambre, tu sors pas. Donc effectivement, je me suis pas mal intéressé à ce moment-là à la physiologie, l'anatomie, tout ce qui est aspect métabolique aussi notamment. Mais du coup, ma première approche avec le civil, c'était en septembre 2020. Et en fait, ce qui me fait encore marrer aujourd'hui, c'est une anecdote que je raconte souvent, c'est que quand on m'a dit c'est rendez-vous le lundi à 9h ou 9h30 le matin, pour moi, 9h ou 9h30, j'avais déjà 3 heures d'activité à l'armée. Voilà, enfin, c'était déjà une grasse mat de données. Et quand je me suis pointé au rendez-vous, forcément, j'arrive à une demi-heure avant tout le monde. Il y avait personne, le bâtiment était encore fermé. Je me suis retrouvé tout seul. Le formateur arrive à l'arrache, à la dernière minute. Et je me suis dit, mais en fait, si c'est ça le civil, avec la rigueur et la discipline que j'ai, je dis pas que ça va être facile, mais voilà, je sais comment faire et je sais comment réussir, quoi. T'as déjà un peu d'avance, normalement. J'avais un petit peu d'avance, ouais. Et effectivement, après, quand on nous demande de faire des travaux à rendre dans un temps imparti, moi, le travail était déjà fait à la maison depuis longtemps, relu, remodifié, enfin, tout était fait, quoi. Ouais. C'est aussi ce qui m'a construit, voilà, cette rigueur de l'armée. Aujourd'hui, j'arrive aussi à la transférer dans les entraînements. Effectivement, en course, quand ça fait mal, oui, c'est sûr que ça fait mal, mais bon, c'est pas la première fois que ça fait mal. Et surtout, là, en fait, je suis en short t-shirt en train de courir. Je suis pas dans la jungle avec un sac ou ce genre de choses. C'est souvent ce que je me dis en trail. Je me dis, je suis en train de courir dans la nature. En short t-shirt, j'ai pas de Rangers, j'ai pas de treillis, j'ai pas un sac hyper lourd, j'ai pas de flingue, j'ai rien. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment l'aventure pure et c'est 100% de kiff, quoi. Ouais, je comprends. Même si effectivement, quand on se retrouve sur la Queen Quay au kilomètre 30, on a juste envie de rentrer, on en a ras-le-bol. On est tous passés par là et il suffit de s'accrocher, même si parfois c'est vraiment dur, ouais. Ouais. On va parler un petit peu plus tard de Kona. J'aimerais bien justement qu'on en dise un ou deux mots. Et avant ça, du coup, donc tu finis l'armée, tu passes le diplôme pour être entraîneur, donc vraiment ciblé sur le triathlon. C'est ce que tu fais actuellement et c'est encore aujourd'hui ce que tu fais professionnellement en réalité. Oui, c'est ça. Alors en fait, en France, quand on passe le diplôme d'entraîneur, c'est en lien avec des clubs. On est obligé d'être entraîneur dans une structure. Donc j'ai été salarié pendant à peu près 2 saisons de triathlon dans un club. Et en fait, financièrement, l'armée me complétait ce salaire parce qu'il y a très peu d'argent dans les clubs en France, surtout dans de l'associatif, au final, qu'importe le sport, sauf le football là, qui est un petit peu à l'écart. Et au bout de 2 ans, en fait, moi, l'armée m'a dit, à un moment donné, il va falloir voler de ses propres ailes. Ouais. Et en fait, la meilleure solution que j'avais à court terme, c'était de me mettre à mon compte, me lancer. Et en fait, au bout de 2 ou 3 mois, je gagnais ma vie simplement grâce à mon entreprise et non plus grâce au club. Et je me suis écarté simplement du salariat et je me suis lancé pleinement à mon compte. Et aujourd'hui, on est 4 ans plus tard. Ça fonctionne super bien. Voilà, on est en février en Espagne ici, en stage. Et en fait, je vis vraiment ma meilleure vie, quoi. Et c'est un truc, naturellement, que tu peux faire aussi à distance, du coup. Donc, ça te permet d'organiser les stages, aller à tes courses et finalement avoir toute cette souplesse que... Ouais, c'est ça. En fait, je me suis vraiment, depuis 2 ans, je me suis orienté full longue distance. Donc, j'ai que des athlètes longue distance. D'accord. Que ça soit en triathlon, donc half ou Ironman, en course à pied, semi-marathon, marathon ou ultra trail. Mais voilà, j'entraîne plus de débutants. Alors, des débutants, oui, j'en ai dans le sens où ils vont faire leur premier Ironman, mais ils ont déjà un niveau d'exigence envers eux-mêmes qui leur permet de au moins viser la finish line d'un Ironman. Mais j'entraîne plus, je fais plus de préparation 10K ou débutant en triathlon. Ça, c'est des gens que je vais plutôt orienter vers d'autres entraîneurs ou dans des clubs, simplement. Quand on veut débuter le triathlon, avoir un groupe d'entraînement physique, c'est la meilleure des choses à faire. Mais voilà, moi, je suis à distance et j'analyse les séances. On essaie de prendre le meilleur chemin possible finalement individuellement pour l'athlète. Ouais. Et ça se passe bien. Voilà, j'ai une 40aine d'athlètes dans le groupe. Et puis, effectivement, quand on part en stage, souvent, je pars avec des athlètes. Donc, ça nous permet d'être plusieurs pour s'entraîner. Et puis, en fait, c'est super parce que ça crée une émulation. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, ces athlètes deviennent des amis dans la vie, au final. Ouais. Tu partages quand même des trucs qui sont assez sympas. Et même si les gens ne se connaissent pas, parce que si c'est des athlètes de ton groupe qui, nécessairement, ne vont pas forcément... se connaître à la fin de la semaine de stage ou des 10 jours, ça crée quand même des affinités, des liens, et c'est vrai que c'est assez parce sympa. que mine de rien, on souffre ensemble aussi. Donc, quand on doit faire 200 bornes de vélo, on est content de prendre la roue du copain. Donc, à la fin de la semaine, on n'oublie pas forcément qu'on a quand même eu quelques moments de doute ou de souffrance avec eux, quoi. Donc, non, ça crée, je veux pas non plus créer
un club avec des rendez-vous physiques toutes les semaines. D'autant plus que maintenant, mes athlètes sont éparpillés un petit peu partout, sur toute la France. Mais ouais, l'idée, c'est de pouvoir se rassembler de temps en temps, que ça soit ici en Espagne ou à Embrun, où je vais régulièrement, où là-bas, on a nos petites habitudes avec un bon groupe et on passe de super moments, quoi. Super. Et alors, du coup, plus sur ta pratique à toi. Dans les vidéos que j'enregistre, des fois, il y a des trucs, après je le remets, quand je dérush le truc. Ouais, j'imagine. Des trucs bizarres, tu te dis. Mais bon. Et donc, du coup, Lucas, plus sur ta pratique à toi, donc tu t'es aussi orienté finalement sur ce qui est format 70-3 full, trail, c'est pareil, j'imagine que c'est des distances qui sont relativement longues. Comment est-ce que toi, tu t'organises un petit peu pour tes propres entraînements? Comment est-ce que tu as une méthode particulière que tu suis, une approche spécifique? Comment est-ce que ça se passe? Et d'ailleurs, est-ce que ça a évolué aussi entre le moment où tu as commencé suite à ton passage à l'armée, tu as découvert le triathlon, et maintenant? Alors, moi, je m'entraîne depuis 3 ans dans le groupe avec Carole Ispi, KS Endurance. Et avant ça, j'ai testé pas mal de méthodologies sur moi-même. Donc, tout ce qui est polarisé, tout ce qui est pyramidal, j'ai tenté les livres à la Geoffrey. C'est des choses sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps à tester. Et les Atopec aussi, notamment si on parle de course à pied, les séances avec des 40 fois 1 km, j'ai connu, les 100 fois 400, j'ai déjà fait. Bon, des trucs un peu débiles au final, mais je l'ai coché, je l'ai fait et je sais ce que ça fait. Mais effectivement, mon approche a pas mal changé. Je me suis tout de suite orienté longue distance. Mon premier triathlon, c'était le XL de Gérardmer, du coup. Okay. Mon deuxième triathlon, c'était l'Embrunman. Donc, je recommande pas forcément parce que la marche est quand même importante et je me suis ramassé la première fois. Mais au final, sur l'ensemble des triathlons que j'ai fait, j'ai dû en faire une vingtaine, dont peut-être 15 Ironman ou 12-13, quelque chose comme ça, et 6 ou 7 Alpha Ironman. Je crois que j'ai fait un S et un M dans ma vie. Donc l'entraînement, il est vraiment 100% focus longue distance. Le but, c'est repousser le seuil de tolérance à la fatigue, augmenter les seuils, améliorer l'utilisation des substrats énergétiques, l'utilisation des graisses, l'utilisation des glucides. Donc au final, l'entraînement, il est usant. Ça a une grande part du quotidien. Je m'entraîne à peu près, on va dire, 25 heures par semaine à l'année. Il y a très peu de moments de récupération, à part après les courses. Après les courses, on n'en fait pas non plus souvent, donc il n'y a pas énormément de moments de récupération globalement sur une année. Et l'entraînement, du lundi au samedi, souvent, j'essaie de faire tous mes entraînements sur le temps où Julie, ma chérie, est au travail. Elle est enseignante. Et moi, je peux m'organiser comme je veux de mon côté. Donc quand elle rentre à la maison, mes entraînements, ils sont terminés. Et je suis là, je suis disponible. Mon travail, souvent, ça m'amène à travailler un peu plus tard le soir parce que quand il faut échanger avec des athlètes, souvent, ils sont dans le salariat. Donc, ils quittent le travail à 17, 18 heures. Nous, dans les Vosges, on a la chance de pas être dans une grande ville, ce qui fait que les gens ne terminent pas non plus le travail à 21h, 21h30. Donc, ça leur permet de s'entraîner quand même relativement tôt. Mais quand il faut échanger avec eux, les appels se font à 19h, 19h30, 20h. Donc parfois, je termine un petit peu tard, mais je me lève tôt aussi le matin pour pouvoir bosser avant. Et voilà, la journée est quand même bien chargée au global, même la semaine, parce que je me réveille entre 6h et grand maximum 7h. J'essaie de me coucher tôt. Pour le coup, là, on est vraiment des poules à aller au lit à 21h. D'accord. Mais c'est aussi parce qu'on en a besoin et la journée elle est hyper chargée entre le travail, les entraînements, la maison et puis d'autres projets aussi à côté, quoi. Ouais, bien sûr. Non, à partir du moment de toute façon où tu n'es pas professionnel, il y a la vie aussi à côté que tu dois gérer. Et, c'est un sujet dont je parle souvent sur la chaîne ou sur le podcast, et c'est clairement quelque chose qui doit être géré, parce qu'au bout d'un moment, sinon tu peux plus, tu n'arriveras plus à performer, tu n'arriveras plus à t'entraîner, tu vas tomber dans un cercle un peu vicieux qui va pas nécessairement pouvoir se redresser comme tu le voudrais. Plein de questions par rapport à ce que tu m'as dit. Je me souviens qu'hier, tu m'as dit, quand on s'est vu, que tu aimais bien avoir cet état un petit peu de fatigue latent. Je crois que c'est la première personne qui me dit ça. Mais tu peux m'en parler un petit peu, parce que tu fais des semaines quand même à 25 heures, c'est solide. Ça te laisse finalement pas beaucoup de marge pour augmenter encore le volume, même si tu pourrais, si tu voulais actionner aussi ce levier-là. Mais justement, les gens, ils essayent d'effacer en fait cette fatigue. Mais là, j'ai l'impression que toi, t'aimes bien avoir cette c'est peut-être le côté militaire qui ressort au final. Après, sur des stages à l'armée, c'est sûr qu'on est testé, on est tout le temps sous fatigue.
Et c'est vraiment là dans le triathlon où je me sens le plus vivant au final. Après une journée d'entraînement où on est fatigué, je sais que je me sens vraiment bien, quoi. Au final, la journée a été productive. C'est sûr qu'il y a des moments où on est fatigué, ne serait-ce que même par avance, quand on voit le planning arriver et que on a un double seuil à faire le lundi, un autre double seuil à faire 3 jours plus tard. Mais en tout cas, c'est ma manière de fonctionner. Je fonctionne comme ça depuis, même avant d'être avec Caroline, je m'entraînais déjà beaucoup, même plus en termes simplement de volume. Je faisais moins d'intensité, mais beaucoup plus de volume. J'avais regardé il y a pas longtemps, mes plus petites semaines, c'était 27 heures. Donc forcément, bon, je m'étais taillé une petite réputation dans le coin du mec un peu barge qui s'entraîne beaucoup. Là, ça a réduit quand même. On a augmenté l'intensité. Et ouais, c'est sûr que ce que j'aime, c'est m'entraîner. C'est le process, en fait, tout simplement. C'est pour ça que quand j'ai commencé le triathlon pendant le Covid, ça m'allait très bien qu'il n'y ait pas de course. Ça m'a permis de pas de progresser en natation, malheureusement, parce que tout était fermé. Ouais. Mais à vélo et en course à pied, alors dans le fameux kilomètre qu'il fallait respecter avec les différentes feuilles, là, à ce moment-là, ça m'a permis de pas mal m'entraîner, surtout que j'étais coincé à la maison en attendant ma formation d'entraîneur. Et dès le départ, je me suis dit, ce que j'aime, en fait, c'est ça, c'est cette sensation de progresser jour après jour, brique par brique, finalement. Et quand je vais sur une compétition, c'est seulement là où j'ai plus de fatigue, où je découvre ce que ça fait de courir en état de pic de forme, finalement. Ouais, je appelle ça comme ça. Ouais. Et ça arrive 3-4 fois dans l'année, j'ai l'impression de voler. C'est aussi les seules fois où je cours avec des plaques carbone. Donc là, tout mis bout à bout à mon propre petit niveau, on va dire, voilà, j'essaie de faire une bonne performance. Un niveau quand même très, très solide. On en reparlera un petit peu après, mais notamment en course à pied, du coup. Mais très, très, là, je pense que tu minimises un peu le niveau. Oui, après, bon, c'est sûr que je compare inconsciemment à ce qu'on voit aujourd'hui, voilà, par rapport aux meilleurs. C'est sûr que quand je vais sur une course, j'en fais très peu à l'année, j'y vais avec les dents longues. C'est certain que voilà, le process par lequel je passe au quotidien, c'est pas fait pour que je caresse les pédales sur la course. J'y vais pour me donner à 100%, quoi. Ouais, non, tu fais bien. Et du coup, pareil, suite à ça, une autre question, c'est quelqu'un qui est coach, qui a ton expertise, a tes connaissances, la capacité justement d'encadrer d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vois comme bénéfice en fait de confier ton propre entraînement à quelqu'un d'autre? En fait, c'est quelque chose que j'aurais jamais pensé faire quand j'ai commencé, parce que j'ai testé pas mal de choses, comme j'ai dit, sur moi-même. En fait, j'étais mon propre cobaye. Et à un moment donné, je commençais un petit peu à me lasser. Et finalement, l'athlète le plus exigeant que j'avais, c'était moi-même. J'étais ultra exigeant. S'il fallait faire 20 répétitions, c'était le minimum. Jamais je m'autorisais à en faire 19. Alors, je dis pas qu'aujourd'hui, je m'y autorise, mais voilà, ça arrive quand même de cintrer une séance parce que ça va pas, ou parce qu'on a moins de temps, ou voilà, peu importe la raison. Mais à l'époque, quand je m'entraînais moi-même, c'était vraiment une pression. Et je réfléchissais toujours sur quel va être mon propre programme. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Parce que, au final, on se connaît par cœur. On sait exactement où on en est. L'exemple que je donne souvent, c'est la fréquence cardiaque. Quand on est en train de courir, quand on se connaît par cœur, on n'a même pas besoin de ceinture ou de brassard. On sait à plus ou moins 3 pulsations où on en est. Les seuils ventilatoires, on les connaît. Les sensations, on les a répétées des centaines de fois. Donc voilà, le fait de passer avec un entraîneur, moi, ça m'a permis de déléguer tout ça. Je ne gère plus du tout. J'ai confiance en Caroline, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour moi, l'entraînement, c'est lui qui gère ça. Et moi, je me concentre sur mes athlètes de mon groupe, quoi. Bon, c'est très bien. Et je pense que l'idée, de toute façon, j'imagine aussi, c'est que ça te permet d'envisager d'autres choses, d'avoir une perspective différente de quelqu'un qui a une bonne expérience également. Et donc, du coup, peut-être de débloquer un certain potentiel que peut-être, même en travaillant dur et en travaillant avec ta méthode, tu n'arrivais pas à atteindre. Donc, ouais, en m'entraînant moi-même, alors je partais d'un niveau 0 qui était pas non plus catastrophique. En natation, effectivement, je nageais pas, j'avais la phobie de l'eau jusque plus de 20 ans, ça c'est certain. À vélo, mon premier half à Gérardmer, je dois faire peut-être le 50e temps, quelque chose comme ça, sur les 1400, 1500, ce qui est pas, voilà, enfin je dis 50, peut-être plutôt 120e temps, quelque chose comme ça. À pied, je dois courir 1h25. C'était la première fois que je courais un semi-marathon tout court, et là, en plus, sous fatigue. Donc, je partais pas de zéro, on va dire. Et effectivement, à un moment donné, j'ai buté un petit peu sur les leviers à actionner pour moi-même, en me disant que peut-être que j'étais trop dur avec moi-même, peut-être que il fallait que je change quelque chose. Et voilà, le fait de déléguer, ça m'a permis de
de confier la responsabilité de mon propre entraînement à quelqu'un, parce que au quotidien, je dois me creuser moi-même les méninges sur énormément de planification. Et finalement aussi, ça permet de voir autre chose. Parce que la méthodologie n'est pas forcément la même à 100%, quoi. Non, clairement. Et alors, du coup, plus maintenant, revenir sur ton expérience en course, ce que tu as fait jusqu'à présent. On disait Kona en 2024. Donc, cette année, tu as 2 Ironman qui sont prévus là pour essayer d'avoir le slot. Ce que je te souhaite pour Kona 2026. Ce sera cool si on pouvait se voir là-bas. Qu'est-ce que... Pour toi, en fait, qu'est-ce qui fait qu'une course va être réussie à ton niveau? Est-ce que tu vises en fait le slot et ça va te satisfaire, ou est-ce que tu as d'autres attentes en fait quand tu te présentes sur une course? En fait, quand j'arrive sur une course, déjà, ce qui me plaît, c'est que le process a été validé. Si j'arrive sur la course, c'est que je suis en pleine forme, l'entraînement s'est bien passé. Et surtout, j'y vais pour vivre des émotions. La plupart des courses que je fais, c'est pas en France, c'est à l'étranger. Donc, il y a aussi l'aspect voyage. On adore voyager, donc voilà, ça nous permet de partir et d'associer à la fois notre passion du voyage et ma passion du triathlon. Alors, il faut tomber sur une fille qui l'accepte, bien sûr, parce que c'est très chronophage au quotidien. Mais si en plus on planifie les vacances en fonction des courses, ça peut ne pas passer pour tout le monde. Moi, j'ai cette chance. Et effectivement, quand j'arrive sur une course, moi, ce que je recherche, c'est les émotions. Donc effectivement, on base quand même sa course sur des chronos, des estimations, des puissances, des allures. Si j'arrive à tenir ça, je suis très content. Finalement, que je termine premier, 20e, 50e, si moi, ma propre performance, elle est validée, je suis 100% satisfait. Tout comme je peux, là par exemple, j'ai terminé 2e overall sur le 73 de Grèce. Pour moi, je fais pas une course exceptionnelle. Alors, si j'avais fait mieux, si j'avais gagné, oui, on aurait pu dire voilà, il est pas content d'avoir gagné, il est un peu bête. Mais je sais que j'ai pas réussi à tenir la puissance que je voulais, que ça soit à vélo et à pied. Mon allure aussi a un petit peu flanché. Alors j'ai eu beaucoup plus chaud que ce que je pensais. C'était plus humide aussi que ce que je pensais. Okay. Donc j'ai été un petit peu surpris de ces conditions-là. Mais avec du recul, je me dis ma course, elle est pas 100% validée. On termine 2e overall, c'est super. Je fais peut-être le meilleur temps vélo, je me rappelle plus, ou 2e. Je fais le meilleur temps à pied, ça c'est certain. Donc c'est super, mais voilà, par rapport à mes datas que je voulais faire, je suis pas 100% satisfait. Parce que à pied justement, on parlait aussi hier de ce que tu souhaiterais réussir à faire sur un marathon Ironman. Et finalement, on est pas loin des 2h40. Et donc, toi, ton objectif, là, ça serait de passer en dessous de ça, en fait. Oui, il y a 2 ans, j'ai couru 2h41, quelque chose comme ça de mémoire, là, sur le 140.6 de Copenhague. Alors, le vélo est assez facile, donc voilà, c'est un petit peu trompeur. Et de mémoire, il n'y a pas non plus la distance des 42,2. Donc, si on ramène à 42,2, j'ai peut-être plutôt couru 2,44, 2,45. Et oui, clairement, l'objectif, je sais que j'ai les capacités pour aller courir un 2,36, 2,37. Ça dépend quand même beaucoup de ce qui se passe en amont. Finalement, la course à pied, on peut être extrêmement bon à pied et être fumé comme un saumon à la sortie du vélo et on va pas avancer en course à pied. Donc, il y a quand même pas mal de facteurs à prendre en compte, c'est certain. Mais je sais que j'ai les capacités, notamment à pied, pour faire un beau temps. Ouais. Fumer comme un saumon, je connaissais pas cette expression, mais... Ça va. Et donc là, du coup, en début d'année, tu as bientôt, en fait, dans 1 mois et demi, l'Ironman en Afrique du Sud. Celui-là, il n'est pas réputé pour être très facile. Déjà, la natation, bon, c'est 1 fois sur 2, soit c'est annulé, soit c'est raccourci. Et donc, du coup, tu vas pouvoir t'exprimer sur le vélo normalement de manière un petit peu plus rapide que si c'était une course où on sait que la natation, on a les 3 km 8 d'année en année. Le vélo, il n'est pas facile non plus, en fait. Je crois qu'il peut y avoir du vent, les routes, elles sont un peu défoncées. Et la course à pied, après, ça, honnêtement, je ne connais pas trop le parcours, mais ton objectif sur cette course-là, ça va être quoi, du coup En fait, il est un peu double. Le premier objectif, avant tout, c'est le voyage. Moi, l'Afrique du Sud, c'est pour moi une course qui est historique, finalement, sur le label Ironman, très ancienne. Et c'est l'autre bout du monde. Donc voilà, l'Afrique du Sud, c'est un pays qui me paraît vraiment super cool à visiter et à faire. Et la plupart du temps, il tombait au mois de mars. Donc voilà, Julie qui est enseignante, il n'y a pas de vacances au mois de mars. Et là, par énorme coup de bol, ça tombe en plein milieu des vacances scolaires de Pâques. Donc c'était l'opportunité rêvée d'y aller. Donc vraiment, le premier objectif, ça va être de s'amuser là-bas, de kiffer le voyage
et de partager un maximum de moments. On a un bon groupe, on y va avec plusieurs athlètes, donc ça va être sympa. Et le deuxième objectif, effectivement, ça va être le slot, essayer de se qualifier pour Kona de la même année en octobre là 2026. Donc il y a quand même une exigence à avoir et c'est pour ça que dès début janvier, je me suis entraîné assez fort pour préparer cette course, quoi. Bah là, je vois les séances que tu fais. En fait, moi, j'ai l'Ironman Texas, la veille de ta course en Afrique du Sud. On fait pas le même genre de séance là. C'est quand tu m'as dit ce matin, tu faisais un 30K en course à pied, tempo. Je t'ai dit non, je vais peut-être pas aller avec avec vous. Hier, le 200 km à vélo, c'était pas pour moi non plus. C'était, enfin, genre, t'y vas pas à moitié, quoi. Là, l'entraînement, il est très, très, très solide et L'entraînement est difficile, ouais, et c'est pour ça aussi qu'on vient en Espagne en hiver, parce que nous, dans les Vosges, très clairement, il n'y a jamais eu un triathlète pro dans les Vosges, et c'est pas pour rien. Simplement que c'est impossible de s'entraîner. Chez nous, c'est le ski, en fait. C'est les skieurs qui sont rois de novembre jusque mars, à peu près, si on a un bel hiver de neige. Mais pour moi, qui skie pas du tout et qui fait du vélo, en fait, ça me saoule, quoi. Clairement, la neige, c'est pas pour moi. Le verglas, c'est impossible de rouler. Ouais. Ne serait-ce que courir dehors, s'il y a 10 cm de neige, les allures, on n'en parle plus. Donc, c'est pour ça que, ouais, très tôt, il faut qu'on parte au soleil parce que la course a lieu en avril et j'ai besoin de ce volume-là, à la fois pour me rassurer, mais aussi physiologiquement, j'en ai besoin parce que novembre-décembre, j'étais plutôt sur des séances très courtes, des séances HIIT. Et à partir de janvier, voilà, fallait mettre en route un peu, progressivement. C'est progressif, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Et là, on est fin février et ouais, j'ai fait mon premier 200 km de l'année hier. Par contre, c'était pas mon premier 30 km à pied ce matin. J'en ai déjà mangé quelques-uns de mémoire. D'accord. Donc voilà, le but, c'est d'arriver là-bas vraiment dans une grande forme. Ouais. Ce qui est compliqué, c'est que nous, dans les Vosges, pour avoir une forme en avril, c'est très très dur. Souvent, on est plutôt en forme juin-juillet. Ouais. Et là, avec ce que j'arrive à mettre en place, j'ai cette forme de mai-juin dès le mois de février-mars. Donc, je suis en avance sur ce que je dois faire. En fait, je suis dans les temps par rapport à l'Afrique du Sud. Ta course, mais par rapport à ma saison dernière, par exemple, où mon premier full, c'était l'Ambraman le 15 août, je suis largement en avance, quoi. Ouais. Bon, bah, c'est top. Et du coup, tu as une deuxième chance d'avoir ton slot à Kalmar, si jamais tu ne l'as pas en Afrique du Sud. Cette course est vraiment super sympa pour l'avoir fait il y a 2 ans. J'avais vraiment beaucoup aimé. Parcours vraiment cool. La nage, bien, ça bouge pas vraiment. C'est en mer, mais ça reste relativement abrité. Le vélo, ça va vite. La course à pied, elle est vraiment super sympa. Il y a du Avec monde. une bonne ambiance, tu disais, ouais. En centre-ville, il y a juste les pavés, des rues qui sont pas super larges, mais en vrai, ça se fait bien. Et c'est toujours pareil, le premier tour, tu kiffes bien parce qu'il n'y a pas grand monde. Et après, le deuxième tour, il commence à y avoir beaucoup de monde. Le troisième tour, bon, là, t'en as, ils sont au bistrot, au ravitaillement, tu vois. C'est assez difficile à gérer parfois, mais franchement, la course, elle est top. Donc ça serait une belle expérience. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de Kona. Donc, on l'a fait ensemble en 2024. C'est pas une course qui est facile. Toi, tu as fait finalement, si je compare, tu vois, par rapport à un pool d'amateurs, tu as fait un très bon temps. Tu étais un petit peu plus au-dessus des 9 heures de mémoire. Oui. Très proche des 9 heures. J'imagine que tu aurais bien voulu passer en dessous. Comment tu as vécu, en fait, toi, cette course-là? C'est quoi ton impression, en fait, après une première participation à Kona? Alors, c'était ma deuxième. J'ai eu la chance d'y aller en 2022. Tu l'avais fait aussi en 2022? Ouais, je l'avais fait en 2022. On se connaissait pas en 2022, alors. Non, moi, je suivais tes vidéos déjà à l'époque. Mais ouais, 2022, j'avais fait 9h30. Là, pour le coup, j'avais vraiment subi la chaleur. Alors, je sais pas si c'est parce que la course était plus tôt dans la saison, c'était début octobre, par rapport à 2024 où c'était fin octobre. Et ouais, 2022, vraiment, je me souviens aller aux toilettes après la course. Enfin, c'était de l'urine orange, vraiment totalement déshydratée. Ouais. Que 2024, j'étais plus préparé à ce qui m'attendait aussi. J'avais mes repères, que ça soit sur la Queen K à vélo ou même en course à pied. Je savais où j'en étais, je connaissais exactement la distance qu'il y avait à faire sur cette route. Et effectivement, en fait, Hawaï, il faut de l'expérience, je pense, pour réussir. On le voit même avec les athlètes professionnels, on n'est jamais à l'abri d'une défaillance. Donc le but, c'était de faire une course pleine, intelligente. J'ai pas eu de chance avant la course parce que je me suis blessé. J'ai fait Copenhague en août et dans la foulée, j'ai pris le syndrome de l'essuie-glace, enfin quelque chose classique, mais 6 semaines sans courir, c'était un peu dur. J'ai repris la course à pied une dizaine de jours avant Kona. Donc, en fait, ma séance test, c'était le marathon à Kona, très clairement. Donc, ouais, l'objectif là-bas, c'était de faire moins de 9 heures. Pour le coup, nager sans combinaison, moi, ça me désavantage totalement. Je flotte pas et je suis pas nageur. Donc, je savais que j'allais sortir hyper loin de l'eau.
Et de mémoire, je crois, je sors 100e de la catégorie sur 200. Donc, pile poil au milieu, quoi. Ouais. À vélo, je fais 4h36. Je prends une pénalité de 5 minutes. Alors, plus ou moins justifiée dans le sens où on est un groupe de 80 et il a aligné des cartons un petit peu au hasard. Ouais. J'avais essayé de sortir 3-4 fois du groupe avec Guillaume, un autre Français. On n'y arrivait pas parce qu'en fait, Il y a trop de monde. voilà, ça va... c'est comme sur le Tour de France, ceux qui essaient de sortir en échappée, ils n'y arrivent pas, quoi. Ouais. Et au moment où je me dis, bon, bah, je vais en profiter pour manger et essayer de repartir à l'attaque après, je me prends un carton, donc 4h36 qui se transforme en 4h41 et quelques, peut-être même 42, le temps de relancer, freiner, etc. Et le marathon, le fait de ne pas avoir couru avant pendant 6 semaines, j'ai pas réussi à passer sous les 3 heures. Je butais entre 4h15 et 4h20. Et je savais que ça allait tenir. J'avais pas de doute sur ma capacité vraiment sur cette durabilité, cette fameuse durabilité. Mais j'avais pas la vitesse, en fait. J'avais musculairement, il me manquait des bornes, quoi, tout simplement. Ouais. Donc voilà, je dois faire 3h04, je crois, de mémoire, ce qui est quand même un très bon chrono. Surtout là-bas. Surtout là-bas à Kona, ouais. C'est pas un marathon facile, il est pas plat, le temps, il est pas facile à gérer. Tu t'es tapé un vélo qui est super difficile au final aussi. Donc ouais, non, c'est un beau temps en vrai, c'est un beau temps. C'est un beau temps, ouais. Alors ce qui m'a surtout satisfait, c'était le vélo en 4h36. À l'époque, j'étais pas sur un vélo haut de gamme, j'avais le Spinmax CF, SL, quelque chose. Donc, il y a moins d'intégration, il est moins aéro. Ouais, il y avait vraiment un travail à faire là-dessus. Le carbone n'est pas le même. Donc, ouais, le vélo, j'étais vraiment content et sans cette pénalité, c'est quasiment le meilleur temps mondial de la catégorie, ou à plus ou moins 2 minutes par rapport au futur champion du monde à la fin de la journée. Donc, ce côté-là était vraiment une vraie satisfaction. Après le marathon, le fait de faire 3h04, je suis un petit peu déçu de pas passer sous les 3 heures, mais voilà, je savais qu'il me manquait quand même quelques bornes les semaines d'avant. Donc, je peux pas non plus m'en vouloir là-dessus de pas avoir réussi. Et si jamais j'avais réussi, oui, ça aurait été vraiment super. Ça m'aurait permis aussi de passer sous les 9 heures. Ouais. En fait, je fais 9h04. Donc, je me dis, soit si je prends pas de pénalité, je fais 8h59, soit je cours le marathon sous les 3 heures et je fais 8h59 aussi. Donc, malheureusement, voilà, il y a eu ni l'un ni l'autre. Donc, je fais 9h04. C'est aussi pour ça que j'aimerais y retourner. Je sais pas si c'est la dernière fois que j'y retournerai, mais en tout cas, j'aimerais y aller pour faire moins de 9 heures et même être plus ambitieux que ça. Parce que c'est tous les 2 ans. J'y suis allé en 2022, 2024. Là, on parle de 2026. 2022, je gagne 35 minutes. Là, je dis pas que je vais gagner 35 minutes, sinon je suis au titre mondial. Mais voilà, j'aimerais bien gagner plus que 4 minutes, quoi. Ouais. Bah, c'est marrant que tu me dises ça, que moi, du coup, j'ai fait aussi 2022, 2024. Et en fait, après 2024, j'étais pas certain de vouloir y retourner. Parce qu'en réalité, j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du truc. Mais au final, c'est quand même sympa d'y retourner. Et du coup, je m'étais motivé pour rechoper le slot. Et c'est vrai que là, je suis super content d'y retourner. Surtout que le format, il est différent. En 2022, on avait 2 jours femmes et hommes après. En 2024, c'était que hommes. Et là, on a sur la même journée, femmes et hommes en même temps. Donc, la vraie course, finalement. La vraie course. Et en fait, ça me faisait plaisir d'y participer et de vivre un peu aussi cette ambiance-là où, en gros, je trouve qu'en 2022, il y avait vachement de personnes qui n'auraient pas dû y être. Il y avait tellement de monde que tu te retrouves avec... en vrai, en 2024 aussi, parce que tu avais 2 fois le nombre de participants. Et je veux dire, ça dilue nécessairement la densité. Je pense que là, la densité, elle est beaucoup plus élevée, nécessairement, avec moitié moins de participants. Et je trouve que ça va être intéressant, ça va être pas mal, et une expérience qui sera probablement différente. La course, je pense que ça va être grosso modo la même, sauf que si la météo elle est totalement différente et qu'on prend très très cher, ou alors ça se passe super bien parce qu'il fait frais, mais ça j'y crois pas. Il y a peu de chance là-dessus, je pense. Quoique en 2024, on a pris de la pluie en fin d'après-midi. Ouais, c'est vrai, c'est exact. Ça rafraîchissait, c'était pas mal. Ouais. C'était pas mal. Mais par contre, au niveau de l'expérience sur place, je pense que ça va être sympa. C'était une critique que beaucoup avaient fait au final, le changement de format, et tout le monde voulait un petit peu revenir à ce qui se faisait avant, et je pense que là, ça va être assez cool. Oui, du coup, j'ai jamais vécu cette course sur un jour. Je suis comme toi, hein, j'ai fait 2022-2024, mais je me posais aussi la question d'y retourner ou pas. Après 2024, je me suis dit, voilà, c'est bon, je pense aussi avoir fait le tour de la question. Et puis 2 jours après, je me dis, non, mais 9h04, c'est pas possible, on peut pas rester là-dessus. En tout cas, voilà, je vais avoir 28 ans, je suis encore en pleine forme. C'est maintenant pas ou jamais, mais j'ai encore du temps. Mais c'est maintenant que je suis vraiment à fond dans le triathlon et que je peux me permettre d'essayer de viser mieux.
Et pourquoi Hawaï? Tout simplement parce que pour moi, c'est le berceau du triathlon. Ah oui. Quand on parle de triathlon, souvent, quand on parle de triathlon, on parle d'Ironman. Et si on parle d'Ironman, on parle d'Hawaï. C'est ça qui me fait rêver, en fait. C'est pas d'aller faire un triathlon SM, je ne sais où. Alors, il en faut, hein, bien sûr, des petites courses, des petites organisations. Je suis moi-même président d'une association, on organise une course chaque année. C'est super, il en faut. Mais voilà, moi, en tant qu'athlète, en tant que compétiteur qui essaie de performer à mon niveau, c'est là-bas que je veux le faire. Ouais. Quoi qu'on dise, alors certes, il y a l'aspect financier qui est limitant, mais les meilleurs du monde, on se retrouve là-bas. Chacun dans sa catégorie d'âge, les professionnels aussi, mais c'est là-bas que ça se joue, quoi. Ça s'est joué là-bas depuis 45 ans, je crois. Maintenant, on a fêté les 45 ans. Et ça va continuer. Et pour moi, c'est là-bas qu'il faut être performant, quoi. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et j'avais fait Saint George en début 2022, du coup. C'était la première fois où ils faisaient les championnats du monde hors Hawaï. Le cadre est dingue, c'est magnifique avec les montagnes, les trucs rouges et tout, les sols. Mais l'ambiance, c'est pas la même et t'as pas l'impression que c'est les championnats du monde Ironman comme à Hawaï. Nice, c'est un truc qui m'a jamais intéressé parce que du coup, j'avais l'expérience à Saint George, sauf que là, le cadre, c'est pas là-bas non plus. Donc, moi, je suis comme toi, j'aime bien mêler la course avec un voyage et la découverte de quelque chose. J'avais pas du tout ça à Nice, mais c'est vrai que du coup, moi j'ai un petit peu la même vision que toi, que les championnats du monde Ironman, c'est évident que c'est à Kona. Oui, même sur 73, j'avais fait Saint-Georges en 2022, en octobre. En fait, j'avais enchaîné. En fait, on a fait la même chose du coup. On se suit en fait. On a fait le même planning depuis 4 ans. Et donc enchaînement Kona et Saint-Georges. Alors forcément, on est arrivé à Saint-Georges complètement cramé. Et j'ai pas su profiter pareil, notamment par rapport à cette fatigue, mais c'est pas la même ambiance aussi, très clairement. Voilà, pour moi, c'est pas la même distance. Et c'est pas Hawaï. Hawaï, c'est mythique. C'est là-bas que ça s'est construit. C'est volcanique, c'est chaud, c'est humide. Saint-Georges, c'était super, mais c'est pareil. Il y avait beaucoup trop de monde. L'eau était gelée. Enfin, à vélo, c'est la seule course de ma vie que j'ai fait avec une thermique. Et c'était un championnat du monde. J'avais des gants et tout. Enfin, c'était une expérience à vivre. Ouais. Mais pour moi, il y avait trop de monde. On passait dans un golf. Je crois il y avait 2 ou 3 tours. C'était une fourmilière, quoi. J'ai fait tomber un mec en le rattrapant parce que comme on part par groupe d'âge, en fait, je me suis retrouvé avec des gens qui étaient partis 30 minutes avant moi, mais qui mettaient 2 heures de plus. Et j'ai fait tomber un mec, malheureusement. Enfin, je me suis arrêté, donc je perds un temps, peut-être 1 minute. Et lui, il se met à me courir après, derrière. Je me suis dit, il va me faire un croche-pied. Enfin, donc c'était pas une expérience de course incroyable. Le voyage était top, effectivement, avec les parcs alentours. On s'était régalé. Mais je me suis dit, c'était ma première expérience sur les Worlds 73. Et depuis, j'ai eu plusieurs fois des slots et je les ai jamais pris. Moi, je les ai pris dans des endroits où, pas nécessairement parce que c'est les championnats du monde, parce qu'en vrai, ça, je m'en fous un peu. Enfin, quoique, parce qu'en fait, la course, elle est quand même vachement plus, je veux dire, la magnitude un peu, tu vois, de l'événement, ça n'a rien à voir. Donc, c'est assez sympa que ce soit une grosse course avec plein de monde et que ça soit le truc massif. Mais c'est pas pour moi faire les championnats du monde, c'est plus pour participer à l'événement. Et c'est aussi parce que c'était en Finlande, à Lahti, j'étais jamais allé. En vrai, le cadre, il était ouf. À Taupo, en Nouvelle-Zélande, pareil, le cadre, j'avais trop envie d'y aller, mais c'est jamais pour les championnats du monde 73, ça me fait pas surkiffer, quoi. Oui, puis je pense que quand on a vraiment l'habitude de préparer du full, le 73, c'est pas de l'amusement, mais voilà, on n'a pas besoin de se préparer énormément, la récupération derrière, elle se fait bien. Donc c'est un bon prétexte finalement pour partir, pour voyager, pour avoir aussi une course qualificative. Donc c'est aussi un premier voyage qui se met en place. Donc je vois plutôt ça comme ça, plutôt que une vraie finalité. Surtout qu'aujourd'hui le niveau est monstrueux, surtout sur 73 où au final maintenant on est dans la première génération des purs nageurs depuis 5-6 ans qui arrivent à 20-25 ans, qui se mettent au triathlon. Donc eux déjà ils nagent en une 10 au 100. Et moi perso ma course elle s'arrête là. Je peux pas les rattraper parce qu'en plus ils sont bons à vélo, bons à pied, ils sont complets. Moi je suis pas complet. Donc sur 73, j'ai vraiment aucune chance de faire quoi que ce soit, quoi. Moi, je vise rarement en fait podium au général. Donc, je me sens pas trop concerné, mais dans ma catégorie d'âge, ça va généralement encore sur que ce soit Ironman ou 73. J'ai l'impression de performer mieux de manière générale sur Ironman parce qu'en fait, il y a je sais pas, c'est ce que tu disais, tu vois, sur la durabilité, il y a des aptitudes que les gens ont ou pas, et je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose que
que j'ai plus que sur 73 où il faut plus de vitesse en réalité. Mais sur le choix entre les deux, il y a aussi le fait qu'en fait, en termes de logistique, que tu fasses un Ironman ou un 73, c'est la même chose. Quand je suis parti en Nouvelle-Zélande pour le 73, en vrai, ça passe en un clin d'œil, la course, et voilà, tu te dis, j'en ai pas nécessairement eu pour mon argent, alors que sur l'Ironman, tu sais que, enfin voilà, tu le sens passer. Oui, il y a de la fatigue derrière et il y a 2-3 jours où on fait pas grand chose, quoi. Et t'as l'impression d'en avoir eu plus moi, j'ai l'impression d'en avoir eu plus, tu vois, pour mon investissement, et c'est vrai que le 73, ça passe vite. Et du coup, un sujet qui est souvent, en fait, même dans les vidéos, quand je fais des Q&A, les gens posent des questions autour de ça, ou même par message, ça a un coût, tout ça, naturellement. Je sais que tu travailles avec des sponsors. Comment est-ce que tu t'organises? Parce que c'est peut-être quelque chose qui intéresse aussi les gens pour financer peut-être un petit peu, en partie en tout cas, la participation à ces événements-là. Déjà, l'inscription, c'est pas donné. Le matériel, c'est encore moins donné. Les voyages. De ton point de vue, ça se fait comment tout ça en fait? Je suis parti de zéro là-dessus, complètement, en 2022. J'avais fait c'était l'Ironman Aix-en-Provence. C'est la seule fois où ils l'ont fait en full. Et je me qualifie à ce moment-là. Donc voilà, moi, avec mes yeux de gamin, on me dit tu peux partir à Hawaï. Donc je pars à Hawaï, sauf que derrière, il faut assumer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, je vais monter mon petit dossier, je vais démarcher les entreprises. Et en fait, ça s'est fait un petit peu comme ça au départ. C'est surtout, je pense qu'il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait, ou des gens qui nous côtoient un petit peu de loin, ou d'amis. Même aujourd'hui, encore actuellement, honnêtement, c'est des gens qui me connaissent direct ou de manière indirecte, mais voilà, c'est des gens quand même proches. Après, on arrive aussi à toucher des entreprises un peu plus grandes. Il y a aussi plus de contreparties. Ça demande aussi plus d'investissement avec ces entreprises. Donc, nous, ce qu'on fait avec Julie, simplement, c'est que voilà, on essaie de monter un budget à l'année en se disant, là, typiquement, cette année, on part en Afrique du Sud, ça coûte tant. On part à Calmar, ça coûte tant. Kona, on l'a déjà fait, on sait que ça coûte tant. Malheureusement, il n'y a rien qui réduit, ça augmente chaque année. Donc, par rapport à ça, voilà, on fait nos recherches de partenaires, on essaie de renouveler ce qu'on a déjà. Et aussi, ce qui m'aide, c'est les performances. Parce que le fait de performer, moi, dans les Vosges, il n'y a personne qui est sur ce niveau-là, du moins sur Ironman. Donc voilà, dès que, entre guillemets, je vais lever le petit doigt sur une course, les journalistes m'envoient des messages, je vais faire des plateaux télé, etc. Donc ça apporte aussi un petit peu de visibilité à l'échelle locale. Mais finalement, voilà, si à l'échelle locale, on a une dizaine de partenaires à coût de 500 ou 1000 euros, le budget, il est bouclé. Ouais. À nous aussi d'être malins derrière, de pas voir les choses en grand, en partant énormément à l'avance, même si effectivement, on aimerait bien partir à Kona un mois avant pour s'acclimater pleinement, mais on peut pas. Donc, par rapport à l'argent qu'on arrive à amasser sur une année, on va se dire, OK, ça peut nous permettre de rester tant de jours sur place, qu'est-ce qu'il y a comme activité, et puis voilà. Ouais. Après, aujourd'hui, on met plus un centime de notre poche dans le triathlon depuis 3 ans. Et ça, c'est vraiment un luxe. Donc, c'est aussi pour ça que je fais pas 5, 6 ou 7 courses, parce que ça m'obligerait à mettre de mon argent personnel ou celui de notre argent, en fait, avec Julie. Et on souhaite pas faire ça. L'argent, on veut le mettre ailleurs, on l'investit ailleurs. Donc, le triathlon, voilà, c'est grâce aux partenaires. Si demain, on a moins de partenaires, j'essaierai d'en retrouver un peu plus, parce que j'ai quand même encore envie de m'entraîner, de voyager et de faire ces courses. Et puis, tout simplement, voilà, continuer à faire ça grâce à ses partenaires. Et si demain on a plus de partenaires, oui, je ferai plus de courses, ou peut-être même pas nécessairement, mais je resterai plus longtemps sur place pour l'acclimatation. J'investirai peut-être dans plus de matériel à haut niveau. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un portefeuille à gérer à l'année, quoi. Ouais, je comprends. Et alors, du coup, est-ce que, t'as répondu en partie, et je pense avoir la réponse, mais tu vois vraiment un lien entre la performance et justement la possibilité d'approcher des partenaires et d'obtenir des financements, ou est-ce que pour les gens, voilà, qui voudraient faire un petit peu comme toi, qui se lancent là-dedans, qui aimeraient bien avoir un petit peu de support, le fait de avoir des performances qui sont peut-être un petit peu moins voilà, tu vois, fortes que les tiennes, tu vois ça comme nécessairement une difficulté supplémentaire, mais est-ce que vraiment un truc bloquant, ou est-ce qu'on a quand même la possibilité de... Aujourd'hui, l'idéal, ce serait d'être performant et sur les réseaux sociaux, parce que faut pas se le cacher. Voilà, aujourd'hui, si on n'est pas sur Internet, on passe forcément à côté de partenaires, de visibilité et de contrats. Du coup, j'ai perdu des contrats avec des grandes marques en partie pour ça. Voilà, je pense à Oka, par exemple, où j'ai été sous contrat pendant 3 ans, mais je fais pas le poids face à des personnes qui sont ultra importantes sur les réseaux sociaux. C'est le jeu, c'est comme ça.
Mais après, pour quelqu'un qui débute, on connaît tous potentiellement un chef d'entreprise ou un copain qui pourrait nous aider un petit peu à financer la saison. Après, il faut aussi être honnête avec soi-même. Je vois souvent passer sur Facebook des dossiers d'athlètes qui rêvent de professionnalisme avec des chronos de 9h30, 10h sur Ironman, ce qui est super, hein, je veux pas du tout dénigrer. Mais la réalité, c'est que, en fait, il y a 2h30, voire 3 heures de trop sur ce chrono-là. Ouais. Donc, il faut faire aussi par rapport à son niveau et être honnête avec soi-même, quoi. Ouais, non, je trouve que c'est super intéressant. Et justement, le fait, j'ai l'impression de ce que j'en retiens, c'est ne pas hésiter à s'approcher peut-être des entreprises un petit peu locales. Il y a ce côté relationnel, nécessairement humain, pas nécessairement lié à la performance, mais par contre, la performance, ça te débloque un autre niveau peut-être clairement de financement, et la visibilité en plus sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui là pour le coup va à la fois débloquer d'autres possibilités, mais aussi pérenniser peut-être le financement que tu pourrais avoir. Oui, puis aujourd'hui, on voit aussi des athlètes qui sont professionnels qui n'arrivent pas à en vivre. Au final, si on prend les Français, je sais pas, ils sont peut-être une dizaine à pouvoir vivre pleinement du triathlon. Donc nous, en tant qu'amateurs, si demain je dois arrêter de travailler pour vivre du triathlon, déjà ce serait un non-sens. Même si pour moi il y a amateur, professionnel, et il y a peut-être une troisième catégorie entre les deux qu'on pourrait peut-être appeler semi-pro. Parce que quand on est amateur, qu'on s'entraîne 25 heures, que on se lève pour le planning d'entraînement, on mange en fonction du planning d'entraînement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est amateur ? Et il y a aussi des professionnels qui sont dans cette catégorie parce que ils sont partis faire une course en Asie ou en Europe de l'Est et il y avait très peu de pros au départ. Ouais. Ça leur permet d'être professionnels sur le papier. Pour moi, je classe plutôt ça dans des catés semi-pro. Mais des vrais athlètes professionnels qui en vivent, pour moi, c'est ces gens-là que j'appelle professionnels. Ils sont extrêmement peu et c'est difficile même pour eux d'en vivre, quoi. Ouais, et puis après, il y a la question aussi de comment est-ce que tu en vis. Est-ce que c'est juste, tu arrives à payer tes nouilles et tes œufs et tu survis en fait, ou est-ce que tu es quand même bien et tu en vis à l'aise? Et ça, je pense que vraiment, ça réduit à très, 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 très peu de personnes, malheureusement. Même si je pense récemment, il y a quand même beaucoup plus d'investissement par les marques dans le triathlon. C'est aussi lié clairement à la visibilité, c'est pas juste la performance, parce qu'on en voit plein quand même de triathlètes qui font des perfs de ouf et ils n'ont pas nécessairement des sponsors qui sont à la hauteur de la performance. Et à côté de ça, on voit des gens qui ont une super visibilité, ils sont très présents sur les réseaux, ils n'ont pas nécessairement les meilleures performances. Donc, et après, il y a naturellement ceux qui combinent le tout, et ça, c'est un petit peu les exceptions. Oui, il y en a quelques-uns, c'est sûr. Après, il y a des prize money qui sont quand même importants pour l'élite, mais ça veut aussi dire pour eux que s'ils sont pas sur les réseaux sociaux et qu'ils n'ont pas de partenaire, faut pas qu'ils se trouent une saison, parce que peut-être qu'ils ont une saison d'avance, ils ont un joker, mais une deuxième saison et qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi, s'ils n'ont pas de partenaire et qu'ils n'arrivent pas à avoir de prize money, qui est imposable en plus en France, le prize money. Donc il faut réussir à soit avoir des partenaires qui sont solides, sérieux sur du long terme, soit avoir du prize money récurrent et être sûr de soi, quoi. Ouais. Tu avais fait aussi un film très sympa d'ailleurs, ou un documentaire sur ta course à Kona en 2024. On mettra le lien en description pour ceux qui veulent le voir. Ça faisait partie de quel projet en réalité? C'était juste ça pour le documenter, ou ça avait quelque chose à voir justement avec tes partenaires? Alors, le premier but de ce film, c'était de montrer aux partenaires ce qu'était le championnat du monde à Hawaï. Parce que, nous, dans les Vosges, le triathlon, c'est le triathlon de Gérardmer. C'est vraiment la vitrine du triathlon quasiment national, au final, qui est hyper connu et hyper coté en France. Mais Hawaï, très peu de monde y allait. C'est à l'autre bout du monde. On n'a pas forcément... on met pas d'image sur cette course. Donc, je me suis dit, ça peut être super intéressant de montrer à ces personnes qui nous ont fait confiance, qui nous ont donné de l'argent, du matériel. Grâce à vous, regardez ce qu'on a fait. Donc, c'est un film qu'on a fait avec Alexis, un vidéaste qui est super. Il a fait un super film. Et en fait, on l'a projeté en salle de cinéma avec finalement tous les gens qu'on aime. Il y avait nos proches, nos partenaires, la famille. On a passé un super moment. Et c'était vraiment le but premier de ce film.
Après, derrière, on s'est dit peut-être qu'il y aura des retombées. On n'est pas dans le milieu du cinéma, donc voilà, entre les droits d'image, tous ces droits-là, on maîtrisait pas du tout les contrats, donc on n'a pas réussi à surfer sur cette vague-là. Mais le but premier, c'était vraiment ça, quoi. Alors aujourd'hui, oui, effectivement, c'est disponible sur YouTube. On avait longuement échangé là-dessus parce que je m'étais dit bon, YouTube quand même, on montre notre vie privée, peut-être qu'il peut y avoir des retombées négatives. Enfin, il y a toujours 2 ou 3 personnes pour critiquer. Et tu m'avais rassuré là-dessus en me disant mais t'inquiète pas, c'est même pas 1% des gens et on s'en fout de ce qu'ils pensent. Ah, c'est ça. Et surtout voilà, quand on a vu la qualité du documentaire et pour récompenser aussi le travail de notre vidéaste parce que lui le projeter en salle une fois c'est super mais il a passé des centaines d'heures et il fallait que ce soit visible en tout temps. Donc aujourd'hui c'est sur YouTube et on regrette pas du tout bien sûr, c'est super. Et puis voilà, après si on retourne à Hawaï, il y aura pas d'autres films parce que ce sera un petit peu redondant, on l'a déjà fait. Faudrait être champion du monde, quoi. Mais bon, il faut être sûr d'engager tous ces frais-là et être champion du monde au bout. Mais il y a très peu de chances pour que ce soit le cas, quoi. Bah, tu peux le faire sous forme différente, type vlog ou autre. T'as plein d'alternatives. Mais en tout cas, on mettra le lien. Allez voir le film. Franchement, il était très sympa. Et puis, ça rappelle, en tout cas, pour ceux qui ont participé, ça rappelle de bons souvenirs. Il y a des belles images. Pas mal de drones, donc c'est... Beaucoup de drones, c'est sa formation de base à notre vidéaste, donc il s'est régalé là-dessus, quoi, avec des plans avec les dauphins incroyables, enfin vraiment, c'est top, quoi. Ouais, c'est cool. Bon, bah écoute, Lucas, franchement, c'était super sympa de te parler. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année, du coup ? J'ai envie de dire un peu comme tout le monde, la santé, avoir des proches avant tout en bonne santé, ça c'est vraiment la priorité. S'amuser, que ça soit dans la vie ou sur les triathlons. Et après, oui, si on peut avoir un peu de performance et se retrouver à Kona en octobre, ce serait vraiment top, quoi. Bah, ça serait cool. Bah écoute, encore une fois, un grand merci d'être passé me voir. On va mettre le lien de l'Insta de Lucas en description également, le lien pour la vidéo si vous voulez voir son film. Et on essaye de se croiser à Kona, du coup. Avec grand plaisir, j'espère. Génial. Allez, merci beaucoup, Lucas. Merci à toi, Richard. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout. Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.